Merci beaucoup à tous. Du coup, je reste sur scène pour introduire en fait Laura Folia, la chef de projet du Guide Mobilité, et donc le projet Guide Mobilité, Guide de la mobilité quotidienne bas carbone, qu'on est donc en train de lancer au Shift. Voilà. Donc je vais introduire un peu la genèse du projet pour vous expliquer comment on en est arrivé à lancer ce projet de guide de la mobilité quotidienne bas carbone. Et puis je laisserai la parole à Laura Folia pour vous expliquer le projet en lui-même. Donc, voilà, donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc moi, j'ai suivi les différents travaux du Shift depuis les 2 ans et demi que je suis là. Voilà, je vais un petit peu récapituler sur quoi on a travaillé pour mieux vous faire comprendre comment voilà, pourquoi est-ce qu'on travaille sur ce sujet-là désormais. Puis je laisserai la parole à Laura pour parler vraiment de la démarche et de la méthode du projet, plus en précision. Donc au Shift, on a fait plusieurs publications ces 2-3 dernières années. Ça fait plusieurs années que le Shift s'intéresse à la question des transports, qui est donc un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier gros travail publié date de septembre 2017, donc qui s'appelait « Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité ». Un gros rapport qui était dirigé par Francisco Luciano et qui visait à mettre en évidence l'intérêt relatif en termes de décarbonation de différentes solutions de mobilité bas carbone, donc qui étaient le vélo, le covoiturage, les transports publics express, le télétravail donc, et la distribution des achats à domicile, et évaluer le coût de mise en œuvre de chacune de ces solutions dans les zones de moyenne densité spécifiquement, donc hors des villes, mais pas non plus les zones rurales, et à horizon 10 ans. Voilà, pour chiffrer un peu ces enjeux dans une dimension prospective, mais un horizon relativement proche. Dans la continuité de ce rapport, on a au Shift, en la personne de Nicolas Raillard, donc, qui est aussi dans la salle, publié 2 notes d'analyse pour un peu préciser certains enjeux liés à la mobilité. Notamment une première qui s'intitule « L'autopartage, oui, mais seulement en complément d'alternatives à la voiture en solo ». Le titre est très explicite, mais du coup, pour en dire 2 mots, c'était un travail qui s'inscrivait dans les discussions autour des mobilités partagées, qui étaient très à la mode à cette époque-là, qui confondaient un petit peu covoiturage et autopartage. Et l'objectif de cette note, c'était de montrer que le domaine de pertinence de l'autopartage est différent de celui du covoiturage, dans le sens où s'il n'y a pas déjà des alternatives à la voiture dans un territoire, l'intérêt de l'autopartage en termes de décarbonation et en fait de démotorisation des ménages est très limité. Voilà, donc ce n'est pas la même solution et ça ne s'applique pas au même territoire. Et un autre travail encore, donc voilà la note qui s'appelait « Peut-on faire mieux que le tout voiture électrique en France ?» Donc là, c'est un travail qui se situait plus dans la 2e moitié du XXIe siècle et qui visait à démontrer l'intérêt d'un système efficient et résilient de combinaison de différents modes sobres en énergie. Voilà, et voir l'intérêt de ce système-là sobre en comparaison à un système qui se situait dans la continuité du système actuel qui favorisait la voiture particulière. Voilà, donc ça, c'est des travaux qui visaient un petit peu à éclairer certains sujets qui nous semblaient avoir besoin de l'être dans le débat de la fin de l'année 2017. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été amené à travailler sur ces sujets? Donc, dans le cadre de ce rapport et le contexte de ce moment-là, on a effectué au Shift un lobbying assez intense, puisque c'était le contexte de la révision de la stratégie nationale bas carbone, donc qui est révisée régulièrement, et donc avec un groupe de travail transport qui visait à réévaluer en fait les objectifs et les moyens adaptés à ces objectifs dans la stratégie dans la SNBC. Donc. Et en même temps, c'était aussi le lancement des Assises de la mobilité, donc septembre 2017. Où donc le Shift a participé au groupe de travail pour une mobilité plus propre, dans le cadre duquel on a pu porter les différentes solutions qu'on mettait en évidence dans nos travaux. Et donc on a aussi porté ce travail devant pas mal d'élus, pas mal de collectivités, avec des réactions assez unanimes qui étaient que globalement on n'a pas eu de contradicteurs, tout le monde était d'accord avec les conclusions de nos travaux, en disant c'est vrai, ce que vous dites ça fait sens, on a envie de le faire. Mais s'en suivait toute une liste de raisons pour lesquelles
ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre les solutions qu'on avançait, et donc voilà, qui étaient des facteurs bloquants. Et c'est pour ça que parmi les différentes suites qu'on avait envisagées aux travaux du Shift dans la mobilité, on s'est dit que ce serait intéressant de concrétiser ce travail-là dans une dimension non plus de chiffrage prospective, mais vraiment plus opérationnelle, pour retourner à la rencontre de ces acteurs qui sont en charge en grande partie des politiques de mobilité, et essayer de comprendre avec eux pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui bloque, et en même temps quelles sont les conditions de succès pour des politiques de mobilité bas carbone dans les territoires. Voilà, donc ça c'est un peu la logique dans laquelle on voulait s'inscrire. Il se trouve que le contexte nous a un peu donné raison, puisque au même moment où très récemment, donc fin 2018, les Gilets jaunes sont descendus dans la rue pour protester contre l'augmentation du coût du carburant, donc qui montrait la précarité de certaines populations face à l'accès à la mobilité. Et en même temps, dans le même temps, les chiffres la fin de l'année 2018 est venue apporter les chiffres des ventes de véhicules neufs en France. Avec un énorme boom des SUV, donc des véhicules lourds, puissants, très fortement consommateurs et donc très émetteurs. Voilà, donc qui montre qu'en même temps, parmi les voitures neuves, c'est pas vraiment les véhicules les plus légers et les plus sobres en énergie qui sont plébiscités par les Français. En tout cas, les Français qui ont les moyens de s'acheter des véhicules neufs. Ce qui vient montrer qu'en fait, on ne peut pas compter uniquement sur la pénétration en fait, de ces nouveaux véhicules qui peuvent être mis sur le marché par les fabricants, par les constructeurs, dans le parc automobile, donc ça ne suffit pas puisque le marché et les consommateurs ne sont pas forcément prêts à y adhérer et à les adopter tout de suite, et que donc il faut aussi s'intéresser à d'autres sujets que simplement la décarbonation des véhicules, mais à la décarbonation des usages pour accompagner et compléter cette perspective-là. Par ailleurs, d'autres travaux comme ceux de l'ADEME ou ceux de Carbone 4 d'ailleurs ont montré aussi que le sujet de la décarbonation des véhicules n'épuise pas la question de la décarbonation des transports, et que donc il faut arriver à aller plus loin et s'intéresser davantage aux usages et à la décarbonation plus globale du système de mobilité. Voilà donc la dimension dans laquelle s'inscrivait notre projet. C'est plutôt bien tombé puisqu'on a trouvé des financeurs qui ont adhéré à la démarche. En premier lieu, Jean-Pierre Farandou, qui était PDG de Keolis, à qui on avait eu l'occasion de présenter nos travaux et qui avait vraiment adhéré à cette idée d'aller vraiment regarder dans les territoires les facteurs bloquants et les facteurs favorisant les politiques de mobilité bas carbone. Puis l'ASFA, donc l'Association des sociétés françaises autoroutières, qui nous a aussi apporté son soutien, ainsi que l'ADEME, ce qui nous a permis donc de lancer le projet en octobre de 2018. Puis d'autres partenaires aussi ont soutenu notre démarche, donc l'UTP et le GART notamment. Voilà, donc c'est dans ce contexte que Laura Folia nous a rejoint à l'été dernier déjà, 2018, pour préparer ce projet de projet, qui a ensuite été officiellement lancé en octobre. Donc je vais présenter brièvement Laura avant de lui passer la parole. Donc Laura a travaillé 25 ans dans le domaine de l'étude des transports et des mobilités. D'abord dans les aspects d'ingénierie chez Systra, puis dans le conseil chez Artelia, dans la recherche aussi, et puis pour des collectivités au STIF, et en tant qu'enseignante à l'École des Ponts encore aujourd'hui. Voilà, donc je vais lui laisser la parole pour vous présenter le projet plus en détail. Merci Clémence, bonjour à tous. Je vais commencer par juste quelques chiffres sur la contribution des transports au gaz à effet de serre. Donc les transports sont les premiers contributeurs. Là, on a le CE2 qui est émis en France métropolitaine. Donc les transports contribuent pour à peu près 40%. Donc 95% est dû au transport routier. Et la grosse majorité, 55% à peu près selon les années, est due aux véhicules particuliers. Par rapport à 20-25% par les poids lourds et un peu moins de 20% par les véhicules utilitaires légers. En termes d'évolution, là on a l'évolution indicative qui est assignée au secteur des transports par la stratégie nationale bas carbone, en vert.
Et puis, vous avez en bleu les vraies émissions des transports. On n'a pas les dernières années, mais si j'arrive à pointer, j'y arrive. Voilà, on est plutôt en train de faire comme ça. Donc, depuis 2014, les émissions du transport sont reparties à la hausse. Autre élément de contexte, le projet de loi d'orientation sur des mobilités. Alors, une loi d'orientation est quelque chose de très important. La précédente, la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs, datée de 1982. C'est un projet de loi d'orientation des mobilités qui met la mobilité du quotidien vraiment au centre de préoccupation, en tout cas dans les intentions. Et puis aussi redonne un rôle très important aux collectivités locales, notamment aux collectivités locales de province, dans la gestion et dans la décarbonation en fait, de ces mobilités. Et elle cite également, et très explicitement, les mobilités qu'on peut appeler alternatives, c'est-à-dire les mobilités actives et les mobilités partagées comme étant des leviers très importants de politique des transports au niveau local. C'est dans ce contexte précisément que s'insère notre démarche qui vise précisément les collectivités locales et les territoires. Alors, il faut dire qu'au niveau local, il existe des instruments. Je pense en particulier au plan de déplacement urbain qui existe précisément depuis la loi d'orientation des transports intérieurs de 82 et qui ont précisément pour objectif de favoriser ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire le passage d'un certain nombre de trajets qui sont réalisés en voiture particulière vers d'autres modes de transport. Alors au départ, c'était essentiellement les transports en commun. Maintenant, on parle aussi de tout un système de transport qui est constitué par les transports en commun, mais aussi covoiturage, autopartage, vélo, marche, etc. Alors, ces instruments existent, ils ont donné des résultats très satisfaisants, même assez spectaculaires à certains endroits, où ils ont été mis en œuvre d'une façon assez massive, assez volontariste et assez cohérente. Mais on constate que cela est le cas surtout dans les centres denses, dans certains centres denses en plus. Mais très peu, dès qu'on s'éloigne des centres denses, on voit très peu de report modal. Donc on voit très peu d'effets sur la décarbonation du système de déplacement. Alors, je donne juste un exemple. C'est un exemple qui n'est pas choisi au hasard. La ville de Strasbourg est considérée comme une des villes les plus avancées en France en termes de décarbonation des déplacements. Ce que je vous montre ici, c'est le nombre de déplacements en voiture particulière au centre de Strasbourg. Quand vous voyez EMD en bas, oula, j'ai fait une fausse manip, excusez-moi, c'était pas ça pour pointer, c'est ça. Ça, EMD, ça veut dire enquête ménage déplacement. C'est des enquêtes qui sont réalisées tous les 10 ans à peu près sur les déplacements des personnes et qui permettent de connaître quels modes sont utilisés, pour quels motifs, par quelles caractéristiques socio-professionnelles, avec quelles origines, destinations, etc., etc. Donc, il y en a une en 98, une en 97 et une en 2009. Je suppose qu'il y en a une en cours. Qu'est-ce qu'on peut voir par là? C'est que entre 1998 et 88 et 97, le nombre de déplacements en voiture particulière au centre de Strasbourg était en train d'augmenter. Et que là, dans les 10 ans qui suivent, il y a une baisse très très importante qui non seulement a rattrapé la hausse, mais qui a amené vraiment un report modal important.
Qu'est-ce qui s'est passé? En 1994, la première ligne de tramway, il y en a 6 maintenant. Une politique volontariste en termes de vélo, un centre-ville de plus en plus piétonnisé, l'apaisement de la circulation, etc. etc. Alors, évidemment, j'aurais aimé vous montrer 10 ans après qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas encore de résultats sur l'enquête ménage. Je vais juste vous montrer la comparaison avec le reste de la communauté urbaine. Là, on parlait bien de centre-ville de Strasbourg. Ici, c'est exactement le même graphique qu'avant, mais là, l'échelle a changé, évidemment, un nombre de déplacements. Là, c'est peut-être pas très lisible, mais c'est 1 million. Dans la communauté urbaine de Strasbourg, il y a à peu près 1,6 million de déplacements par jour, juste pour donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la ville de Strasbourg hors centre, c'est que c'est à peu près la même dynamique. Donc, ce qui a été fait a su vraiment entraîner un effet systémique intéressant sur la ville et avec donc un gisement de déplacement quand même plus important, plus intéressant. Alors, reste de la CUS. CUS, c'est la communauté urbaine de Strasbourg. C'est la métropole maintenant, mais avant, ça s'appelait donc communauté urbaine. Et là, il y a eu une forte augmentation des déplacements en voiture particulière qui a été rattrapée un petit peu, mais on est tout de même à des niveaux bien supérieurs à ceux de 20 ans auparavant. Qu'est-ce qu'on attire de ça? Certainement que là, il y a eu moins de conditions favorables à la mise en place, au report modal, mais aussi qu'il y a un gisement de déplacement quand on regarde l'ensemble de la communauté urbaine qui est très important. Alors, ce qui nous intéresse, je le redis juste pour préciser, c'est de nous mettre sur la trajectoire verte en termes de décarbonation. Alors pourquoi je vous montre tout ça? C'est que en fait, ce qui s'est passé à Strasbourg, ça se passe dans toutes les villes de France. Strasbourg est plutôt un très bon exemple. Si on allait voir d'autres villes, on verrait effectivement des parts modales qui ont été réduites pour la voiture particulière pile au centre. Selon les villes, ce n'est pas forcément toujours le cas de la ville entière. Ce n'est certainement pas le cas de la première couronne. Donc, c'est pour cela qu'on s'intéresse précisément aux zones de moyenne densité. C'est parce qu'on pressent que là, il y a un gisement important en termes de nombre de déplacements et en termes de possibilités de report modal, puisqu'on est tout de même dans des zones suffisamment denses encore pour pouvoir faire ça. On n'est pas un rural, ou en réalité, en zone rurale, la structure même de l'urbanisation est assez peu favorable à ce report modal. Et donc, on a repris ici la définition des zones de moyenne densité qui avait été élaborée spécifiquement pour le travail précédent qui a été réalisé par le SHIFT. Donc, zone de moyenne densité, c'est à la fois les premières couronnes des pôles urbains, je dis bien les premières couronnes, et aussi les centres-villes de villes moyenne petite, mais plus moyenne que petite. Ça représente 11% de la surface de France métropolitaine, mais 43% de la population, et avec donc un potentiel du coup important. Ça nous amène directement à la méthodologie, c'est-à-dire le périmètre de notre étude, les zones de moyenne densité en France. Alors, hors Île-de-France, pourquoi hors Île-de-France? C'est parce qu'en Île-de-France, la dimension même de la métropole entraîne une structure de déplacement qui lui est très spécifique, première raison. Deuxième raison, l'Île-de-France se situe dans un contexte administratif et réglementaire qui lui est propre. Et donc, on voulait faire une analyse qui soit relativement homogène et transposable aux autres villes de France. Alors, on est sur la décarbonation des usages. On est vraiment à se dire comment on crée un système alternatif. On n'est pas sur la décarbonation des véhicules. On est sur les transports du quotidien.
Et à horizon 5-10 ans, alors pourquoi à horizon 5-10 ans? C'est qu'en réalité, on le verra après dans le calendrier, on souhaite se positionner dans le cadre des échanges préalables aux prochaines élections municipales, et donc avec un calendrier relativement serré et un horizon de 5-10 ans, puisque c'est l'horizon des prochaines élections. Les objectifs de l'étude. Alors, c'est sûr qu'on était confronté à quelque chose de relativement vaste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressorts, beaucoup de possibilités. Alors, le parti qui est pris par l'étude, c'est d'identifier les leviers pour arriver à une décarbonation beaucoup plus massive que celle qui a été réalisée dans les zones de moyenne densité. En mettant en évidence des cas concrets. Donc, notre méthode, c'est d'aller dans les territoires pour interroger les acteurs locaux, pas forcément que les élus, mais les acteurs locaux, sur la mise en place de politiques et sur leur retour d'expérience par rapport à ces politiques. Et en particulier, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que ça a donné sur le report modal? Qu'est-ce que ça a donné sur la fréquentation? D'où venaient les gens qui ont été reportés, etc. Et pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Quels sont les freins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Et de cette façon, essayer de faire émerger justement les freins de tout type, qui peuvent être aussi bien législatifs, réglementaires, financiers, etc., qui empêchent de mettre en œuvre une politique de décarbonation plus massive. Donc, des freins, j'en ai parlé. Et bien évidemment aussi ouvrir des pistes vers la levée de ces freins. Alors, quelle est la philosophie qui sous-tend cette approche et cette méthodologie? C'est que si on utilise la voiture particulière, c'est parce qu'on y a intérêt. Donc, c'est-à-dire la voiture particulière nous amène de là où on habite. On descend, on prend la voiture, on arrive, on se gare dans le parking de l'entreprise, c'est facile. Porte à porte, on est confortable, on met la radio, voilà. Comment on construit un système alternatif à la voiture particulière? Il faut que ce système il soit aussi attractif. C'est-à-dire que, de un, ça fasse système. On ne peut pas raisonner en disant je mets en place un service qui me permet, par exemple, de covoiturer à mon travail, mais je ne sais pas comment revenir. Parce que là, on n'est pas du tout comparable avec le système voiture. Donc, l'approche qui sous-tend, la philosophie qui sous-tend cette méthodologie, c'est vraiment une philosophie systémique, c'est-à-dire comment on bâtit un système de mesure, comment ce système de mesure se met en comparaison avec le système de mesure alternatif qui est celui de la voiture, comment celui de la voiture peut devenir moins intéressant et l'alternative plus intéressant. Deuxièmement, l'autre aspect systémique de l'approche, et qui est très important, c'est que, et particulièrement dans les zones de moyenne densité, on ne peut pas mener cette réflexion sans se poser la question de l'urbanisation, parce qu'on ne se déplace pas juste comme ça, on se déplace pour aller quelque part. Et donc, même si c'est un vaste sujet et que c'est difficile à aborder, on essaiera de le faire quand même, toujours du point de vue des freins, c'est-à-dire qu'est-ce qui freine à la mise en œuvre d'une urbanisation qui permette de se déplacer sur des plus courtes distances. Voilà, donc l'expérience de territoire au cœur du sujet. On va effectivement... alors, en termes de retour d'expérience, vous allez voir... Alors, le timing est assez serré, donc on se donne 5 à 10 cas d'études pour pouvoir vraiment aussi bien connaître le territoire, rentrer dans le détail, pouvoir interviewer plusieurs personnes, recouper, etc. Donc, je passe au calendrier. Voilà.
Donc, il y a eu un travail préparatoire qui a été réalisé là maintenant avec la consultation d'experts. Alors, effectivement, on a des financeurs, donc on laisse ça aussi pas mal mis à contribution et on les remercie d'ailleurs des échanges méthodologiques que nous avons eus avec eux. On a aussi, on ne s'est pas interdit d'aller voir tout type d'experts et de chercheurs aussi pour discuter de cette approche, mais aussi pour qu'ils nous aident à identifier les cas d'études, pour qu'on ne découvre pas après où là il y avait quelque chose, il y avait un endroit où il fallait aller et qu'on a totalement raté. Et puis, donc là, on en est plutôt à lancer les cas d'études avec l'idée qu'on a 6 mois à peu près pour effectuer ce travail de terrain afin de pouvoir... je suis désolée, je dois vous tourner le dos, mais afin de pouvoir réaliser un rapport intermédiaire à fin septembre et du coup un rapport final pour la fin de l'année. Voilà. Parfait, game over. Merci pour votre attention. Et oui, il y avait les liens. Et puis, on est là si vous avez des questions. J'ajoute juste, donc, en parallèle de ce travail, comme on a constaté une demande sur cet autre thème de la décarbonation des motorisations et donc des technologies, on va aussi lancer une note d'analyse pour comparer l'intérêt de telle ou telle technologie de motorisation, pour un petit peu faire le tri entre tout ça, qui est aussi prévu pour le premier semestre 2019. Voilà. Maintenant, vos questions sur ce projet-là, si vous en avez. Oui, Éric Lenné, je suis là, oui. Donc de nouveau sur la santé, vous vous en doutez. Et désolé, je monopolise le sujet, mais sur cette question de la mobilité, c'est vraiment un axe essentiel. C'est-à-dire qu'en termes de santé, le fait de développer la mobilité active, donc, et personnellement, je n'utilise pas du tout le terme de mobilité douce, mais mobilité active, active mobility, ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est vraiment un moyen d'agir à la fois effectivement sur l'environnement, donc ça c'est un point essentiel, mais aussi sur la santé de l'individu. Donc on a un double bénéfice. On a vraiment, c'est un axe majeur d'intervention. Et donc ma question c'est de savoir, est-ce que dans ce projet, est-ce que le versant santé est pris en considération et développé? Enfin, de mon sens, ce serait tellement un axe de levier et tellement convaincant. Mais est-ce que c'est repris donc? Oui, donc une autre question. Bonjour, Jacques-Olivier Garda. Une question pratico-pratique. Le choix des territoires, quels sont les critères? Et quels sont-ils si ça a été arrêté? Question rapide. Est-ce que vous comparerez le coût de la mobilité au coût d'une délocalisation éventuellement de personnes qui pourraient être extrêmement excentrées et pour lesquelles le coût de l'isolation plus mobilité serait prohibitif par rapport à une délocalisation de la personne? Oui, merci pour ces questions qui sont toutes pertinentes. Alors, pour ce qui concerne la santé, oui. D'ailleurs, nous aussi, on parle de mobilité active. Maintenant, notre approche, notre angle de vue principal, c'est la décarbonation. Mais on ne manquera pas de faire le lien avec les autres avantages que le passage à un autre système de mobilité peut avoir. Et celui de la santé, il est très, très évident. Il est très évident. Donc, on va en parler. Ça ne va pas être le focus au sens... mais parce qu'on ne peut pas en avoir plusieurs. Enfin, c'est juste que notre focus, c'est la décarbonation. Mais très clairement, on va mettre en évidence l'intérêt pour la santé. Et c'est un intérêt majeur. Sur les études de cas,
Alors, les critères sont qu'il y ait eu des expériences qui ont été menées par rapport auxquelles on peut avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire qui ont été évaluées, par rapport auxquelles on sait dire est-ce qu'il y a eu un vrai rapport modal, est-ce que d'où viennent si on a juste des informations sur les utilisateurs, d'où viennent ces utilisateurs, etc. C'est qu'il y ait aussi un certain enjeu en termes de gisement, de décarbonation. Donc, vous l'aurez compris, on a pas mal de focus sur les couronnes, les premières couronnes des grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand vous prenez l'agglomération d'Aix-Marseille, et donc là j'anticipe un petit peu effectivement sur les agglos qu'on pense étudier, vous avez presque 2 millions de personnes. L'agglomération de Marseille souhaite réduire la part de la voiture de 58% à 50%. Vous êtes tout de suite dans des grades masse. Donc, c'est important qu'on aille là où il y a aussi des grades masse à décarboner. Maintenant, c'est aussi la disponibilité d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller sur place et avoir un échange avec des interlocuteurs qui ont suffisamment de recul et un petit peu d'adhérence quand même avec l'idée de la décarbonation pour pouvoir nous dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on pourrait faire en plus, voilà qu'est-ce que... et voilà pourquoi on n'y arrive pas en fait. Donc ça, c'est le critère, je dirais, principal de choix. Après, on essaye d'avoir un peu de variété dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des agglomérations qui sont un peu partout en France, parce qu'il peut y avoir aussi des influences spécifiques du climat, des habitudes, etc. Donc des influences géographiques aussi. Et alors, dans la mesure du possible, de prendre en compte aussi des villes moyennes un peu plus petites. Voilà. Alors, vous aviez une question sur l'évaluation des coûts. Corrigez-moi si j'ai pas bien compris. L'évaluation du coût alternatif du déplacement, enfin du déplacement au sens de chez moi au travail, et puis si je déplace, voilà, le déménagement. Et parce que déplacement, voilà. Non, pas aussi directement. C'est-à-dire que cette question vient s'insérer dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. En sachant que, de un, les destinations sont multiples. C'est-à-dire que la question du domicile-travail, oui, c'est vrai, un quart de la mobilité quotidienne, mais un quart. Et puis que effectivement, on n'aura pas moyen d'aller vraiment mesurer pour telle personne ou telle typologie, qu'est-ce que ça va donner, et puis de pouvoir la répercuter sur quelque chose de plus général. Donc il faut qu'on s'en tienne quand même à des grandes masses. Donc on ne fera pas une évaluation aussi précise. Oui. Bonjour, Julien Vieille, conseiller Info Énergie. Alors j'aimerais apporter 2 précisions. La première sur un peu ce qu'on a fustigé un petit peu sur l'État. Par exemple, qu'il y a une contribution carbone le bonus-malus écologique a été revu à la baisse pour les véhicules les plus polluants. Et sur la loi LOM, il a été, si je ne me trompe pas, évincé le fait de pouvoir mettre des péages intra-urbains ou même sur un territoire régional. Notamment, c'était très souhaité en Alsace, avec le trafic routier. Donc est-ce que, d'une part, va y avoir une remise en cause de l'impact que peut générer ces reculades, et d'autre part, au niveau des solutions, est-ce que ça va être plutôt une solution technologique, dire voilà, mode de transport, ou aussi les infrastructures, que ce soit le numérique avec les applications, ou aussi les infrastructures type aire de covoiturage ou bornes de recharge? Alors, dans la mesure du possible, de prendre en compte aussi des influences géographiques. C'est-à-dire que la question du domicile-travail, oui, c'est vrai, un quart de la mobilité quotidienne, mais un quart. Et puis que,
Dans vos analyses, est-ce que vous prendrez en compte pour les villes moyennes l'influence du tourisme ou des résidences secondaires, qui ne sont pas des gens qui sont forcément tous les jours, mais qui ont des pics absolument énormes pour les villes côtières entre, on va dire, mars et septembre-octobre? Si vous pouvez juste vous présenter avant de poser vos questions, qu'on puisse aussi comprendre. Je me représente, Jean-Pierre Giraud, je suis toujours consultant transport. Justement, sur ce sujet-là, je pense qu'on oublie souvent d'allier déplacement voyageurs et fret, ce qui a coulé la SNCF quand ils ont divisé les deux. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous prendrez en compte le fret ? Le petit fret, je ne dis pas les grands, mais le petit fret qui est très polluant dans les villes et dont on a besoin. Alors, je vais prendre les questions à l'envers parce que je commence à avoir des problèmes de mémoire. Donc, concernant le fret, non, c'est que le transport de personnes. Ça n'est pas parce que le fret n'est pas important. Là, vous parlez de la logistique urbaine, je pense. Oui, oui, non, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est que après, ça rentre dans un système qui est complètement différent. C'est-à-dire que pour l'avoir étudié dans le cadre des volets marchandises des plans de déplacement urbain, la question de la logistique est une question qui dépend beaucoup des magasins. Des horaires de livraison, des fréquences de livraison. Il y a en particulier les pharmacies qui sont livrées plusieurs fois par jour. On sort du champ de ce qui est de compétences des collectivités locales, en fait. Et donc, c'est pas parce que c'est pas intéressant ou c'est pas important, mais on est vraiment dans un système qui est totalement différent. Et pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent là-dessus, il va falloir faire une étude autre, avec une autre méthodologie, avec d'autres intervenants, en fait. Également sur le tourisme, oui, évidemment, les déplacements touristiques. Maintenant, le problème, c'est la connaissance de cette mobilité. C'est-à-dire que c'est un type de mobilité que les acteurs locaux ne connaissent pas très bien. Et du coup, on a du mal à faire remonter des enseignements là-dessus. On posera la question. Mais s'il y a des retours, effectivement, on les prendra en compte, et très volontiers. Parce que ça peut influencer beaucoup l'utilisation du réseau, les choix à faire, les origines, destinations, etc. Et du coup, je suis embêtée, mais je ne sais plus. Ah oui, vous avez parlé des péages urbains qui n'étaient plus dans la LOM, c'est ça ? Il y a ça, et puis également l'histoire des solutions. Est-ce que c'est juste les modes de transport ou aussi les infrastructures qui seront évaluées? Et j'ajoute juste un élément que j'ai oublié de citer, c'est que l'étude mobilité de l'INSEE parle juste en mode de transport, mais on ne sait pas le nombre de kilomètres parcourus. Et ça, beaucoup d'acteurs, pour étant dans une métropole, la métropole de Metz, on navigue à l'aveugle. C'est qu'on dit oui, on utilise moins la voiture, mais on l'utilise peut-être moins, mais peut-être sur beaucoup plus de distance. Là, quand vous parlez de l'étude mobilité de l'INSEE, c'est les enquêtes ménage. C'est pas l'INSEE qui les fait, mais c'est des enquêtes ménage-déplacement qui sont réalisées par les autorités organisatrices de transport urbain. C'est juste une précision. Oui et non, c'est-à-dire ils sont interrogés sur le nombre de déplacements, mais ils sont interrogés aussi, on connaît aussi la distance de déplacement. Donc via une modélisation, on arrive à reconstruire les véhicules kilomètres. Mais il faut une modélisation, hein, donc, mais là, on ne le fera pas. Du coup, votre question sur sur les infrastructures. Alors, les modes sans infrastructure, ça n'existe pas. Pour moi, un mode de transport, ce n'est pas un véhicule. Un mode de transport, d'ailleurs, merci de me donner l'occasion de le préciser. Un mode de transport, c'est le véhicule plus le système, plus l'infrastructure. Et très particulièrement aussi pour ce qui est de la voiture particulière. J'en profite du coup pour en parler. Quand on parle de système voiture, c'est pas que la voiture, c'est tout le système d'infrastructure qui va avec.
c'est tous les services qui vont avec, c'est aussi tout l'imaginaire qui va avec, c'est-à-dire avec les publicités, etc., etc. Tout ça, ça fait le système voiture aussi. Et si je peux, parce qu'on va devoir s'arrêter là, mais si je peux juste me permettre de conclure, ces aspects coûts du système avec le véhicule seront abordés dans la note sur le panorama de l'offre de mobilité, Oui, voilà, que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais où on étudiera vraiment pour chaque mode existant l'ensemble du système qui va avec, et donc son coût de mise en œuvre aussi. Voilà. On va devoir s'arrêter là pour la mobilité. Merci à tous. Merci Laura.